héliocentrique, la question de la vie ailleurs ne se posait pas. On considérait qu'il n'y avait que la Terre comme centre de l'univers, du monde, et également que toutes les autres corps célestes étaient de simples points ou d'élites. La question s'est posée avec le système héliocentrique qui a été diffusé par Copernic, et il faut bien dire qu'à ce moment-là, la plupart des savants qui ont suivi Copernic jusqu'à une période récente s'imaginaient que toutes les planètes étaient habitées. Il y avait des personnes sur Neptune, il y avait des personnes sur Mars, il y avait des personnes sur la Lune, et même sur le Soleil. On pourrait me dire, ça peut être assez étonnant. Eh bien, il y avait un savant qui s'appelait Arago. Arago est connu aussi pour avoir introduit le timbre-poste en France, qui a fait un texte, disons une encyclopédie astronomique. Et dans cette encyclopédie astronomique, j'ai eu l'occasion de la lire. Il décrit très bien comment pourrait être habité le Soleil, puisqu'il y a des taches sombres sur le Soleil. Il avait donc présumé que c'était la surface du Soleil. Comme c'était sombre, c'était froid. Le Soleil avait une atmosphère très chaude et un sol relativement froid. Bon. On sait maintenant que ce n'est pas le cas, évidemment. Mais à cette époque, c'est-à-dire dans les années 1800-1820, eh bien, ça pouvait laisser à penser qu'il pouvait y avoir de la vie partout. Et ceci a été plus ou moins ainsi conforté par les fameuses observations d'abord de Schiaparelli, puis ensuite de Lowell, qui est quelqu'un de très connu, et d'Antonetti. Ils ont vu avec les télescopes, ou plus exactement les lunettes de l'époque, des canaux sur Mars. On sait maintenant que c'était à la fois des illusions d'optique, également le cerveau qui traduisait de ces lignes, mais il faut savoir que lorsqu'on a commencé à trouver des canaux, eh bien on en a trouvé des quantités industrielles. Puisqu'il y avait des canaux, eh bien ça montrait que sur Mars, il y avait une civilisation qui était certainement très avancée, tout au moins d'après ce qu'ils croyaient, car elle était capable de drainer l'eau des pôles jusque dans la période équatoriale, qui était beaucoup plus désertique. Vous n'ignorez pas non plus l'ouvrage d'H.G. Wells, La guerre des mondes. Et vous savez aussi peut-être qu'au début des années 30, une émission radio aux États-Unis a déclenché une véritable panique, puisque Orson Welles, lui, avec cette émission radio, a décrit de façon saisissante l'invasion de la côte est des États-Unis par des extraterrestres venus de Mars. Une émission radio qui avait été annoncée au départ comme étant une fiction, mais les gens qui l'ont pris en cours de route, tout simplement, et qui n'ont pas fait attention, ont paniqué. Ça a mis plusieurs millions de personnes sur les routes avant qu'ils soient obligés d'interrompre cette émission. Ce qui montre qu'à cette époque, on était vraiment persuadé qu'il y avait de la vie, et en particulier sur Mars. Bon, on sait maintenant qu'avec les moyens plus modernes, on a pu voir que c'était malheureusement pas le cas, tout au moins de vie organisée. Alors qu'est-ce que c'est que la vie? C'est une question cruciale. Parce qu'avant de savoir s'il peut y avoir la vie, il faut savoir ce que c'est. Eh bien, la vie, d'après la définition de la NASA, c'est un système chimique auto-entretenu et capable d'évolution darwinienne. C'est-à-dire de progresser. Parce que des systèmes chimiques auto-entretenus, il y en a un certain nombre. Ne serait-ce qu'un système très simple qui est la formation des cristaux dans le marais salants. Les cristaux vont évoluer, on fait ça d'ailleurs dans un certain nombre de TP avec d'autres types de cristaux. C'est un système chimique auto-entretenu. Capable d'évolution, ça c'est beaucoup plus difficile. Les conditions. Il y a d'abord une condition chimique. On ne connaît la vie que basée sur un certain nombre d'éléments. Il y en a un qui est capital, c'est le carbone. Pourquoi le carbone? Eh bien tout simplement parce que le carbone en chimie est tétravalent, c'est-à-dire qu'il est capable de faire 4 liaisons et qu'il peut se lier à des quantités énormes d'autres éléments. Il peut faire des molécules complexes et qui vont permettre ainsi de faire des édifices extrêmement compliqués. Mais ça ne suffit pas.
il faut de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, du phosphore et du soufre. Pour la vie plus évoluée, il faudra quantité d'autres éléments. Par exemple, nous, dans notre sang, l'hémoglobine est avec du fer. S'il n'y avait pas de fer, on ne pourrait pas capter l'oxygène, donc on ne pourrait pas vivre. C'est le minimum. Y aurait-il d'autres systèmes vivants basés sur d'autres produits chimiques, sur d'autres éléments? La chimie nous dit non. On peut faire quelque chose avec le soufre. C'est le cas des fameuses fumées noires que l'on trouve sur les transversales océaniques, sur les dorsales océaniques, mais c'est assez restreint et ça nécessite un certain nombre d'autres produits. Et le carbone a quand même un rôle extrêmement essentiel là-dessus. Pour que ce système puisse évoluer, il faut de l'énergie. Cette énergie peut être de trois types. Une énergie chimique, réaction chimique, une énergie géothermique, la chaleur de la Terre, ou une énergie solaire. On sait que l'énergie solaire est particulièrement importante puisque la plupart de la végétation fonctionne avec la photosynthèse, donc l'énergie solaire. Et puis il faut une protection, parce que tous ces produits fabriqués par la vie ou permettant la vie sont très fragiles. Alors cette protection peut être de plusieurs natures, une bonne couche atmosphérique, c'est une possibilité qui existe sur Terre par exemple, un champ magnétique, très important le champ magnétique, car le Soleil envoie des particules qui sont extrêmement nocives pour la vie, pour les molécules vivantes. Et puis, eh bien, parce qu'on peut le protéger aussi dans de l'argile. On retrouve un certain nombre de choses qui sont vraiment très anciennes, puisqu'on estime que dans certaines civilisations, que le premier homme et la première femme ont été fabriqués avec de l'argile, voire le golem, etc. C'est assez curieux de voir qu'effectivement, dans l'argile, il peut se fabriquer des molécules prébiotiques et surtout, elles sont conservées. Et puis il y a une chose qui est absolument essentielle et qu'on ne peut pas quantifier, c'est le temps. Parce que si tout ça, dans les trois premiers cas, on a pu le refaire, eh bien il y a une chose qu'on ne peut absolument pas utiliser ou faire varier, c'est le temps. Il faut bien voir que les premiers, à l'heure actuelle, on en est maintenant à plus de 3 milliards d'années pour les premières petites bactéries, et bien avant d'arriver à nous, eh bien il s'est passé 3 milliards d'années. Il est évident que c'est quelque chose qu'on ne peut pas reproduire. Lorsque ces conditions sont réunies, eh bien on voit apparaître ce qu'on appelle les molécules prébiotiques. C'est-à-dire des molécules qui existent dans la nature, qu'on a retrouvées dans les comètes, qu'on a retrouvées dans de nombreux autres lieux. L'acide cyanhydrique, HCl, le formaldéhyde, qu'on appelle aussi le formol la plupart du temps, l'acétonitrile, le cyanoacétylène, l'acide isocyanique, tout ça vous pouvez le voir, c'est avec du carbone, de l'hydrogène, et soit de l'oxygène et de l'azote, soit les deux à la fois. On retrouve toujours ces mêmes éléments lorsqu'il y a la vie. Eh bien, ces différents éléments peuvent assez facilement, à condition qu'ils soient protégés et qu'on apporte un peu d'énergie, fabriquer un certain nombre d'autres molécules qui sont beaucoup plus proches du vivant. À partir de l'eau, indispensable comme on verra dans quelques instants, du méthane et de l'ammoniac, on peut fabriquer le formaldéhyde que vous avez à côté, l'acide cyanhydrique, et à partir de ceci, on peut fabriquer des acides aminés, des sucres tels que le ribose ou le glucose, et un certain nombre de bases essentielles à la vie qui s'appellent les bases l'adénine, phosphate. Voici l'aspect de la molécule de glucose. Indicatif, le carbone est gris, l'oxygène est rouge et l'hydrogène est blanc. Si on fait le décompte, on a cette formule, 6 carbone, 12 hydrogène, 6 oxygène. Le glucose, on n'absorbe pas en général directement, on l'absorbe sous forme de saccharose, qui est le double. Lorsqu'il est hydrolysé, eh bien, on obtient des molécules de glucose qui sont directement assimilables par notre organisme.
Le glucose, comme le saccharose et d'autres, ça fait partie des sucres, un des 3 éléments essentiels. Deuxième élément essentiel, les corps gras, les lipides. En voici un, c'est la triglycéride. Un peu plus compliqué, comme vous pouvez voir. 12 carbone, 22 hydrogènes, 11 oxygènes. Ça fait partie des lipides. Le cholestérol, c'est un exemple de lipide, par exemple. Comme on sait qu'il y a des bons et mauvais. Et puis enfin, ici, ce sont les acides aminés. Les protéines ou protides. Il y en a toute une collection. Comme d'ailleurs les sucres et les lipides également. Ça, ce sont les principaux acides aminés. Petite remarque, pour ceux qui s'y connaissent en chimie, l'acide aminé est caractéristique de cette fonction. Ça, c'est la fonction acide, acide organique, c'est-à-dire par exemple le vinaigre. Et puis ça, c'est la fonction amine, NH2. Et dans tous les acides aminés, on a toujours ce radical. Ce qui change, c'est la partie qui est avant, qui peut être composée simplement de carbone et d'hydrogène, ou de carbone et de soufre et d'hydrogène, ou dans certains cas d'oxygène supplémentaire. Et quelquefois aussi d'azote supplémentaire. C'est un document que j'ai trouvé de ce type-là. Bon. Certains de ces acides aminés ont été déterminés il y a très longtemps. Puis comme ça permet de voir. Adénine, guanine, thymine, cytosine. Ce sont les 4 bases qui forment quelque chose qui est très connu, qui s'appelle l'ADN. Et suivant l'ordre de ces bases, eh bien, on a des gènes qui sont légèrement différents. L'ADN est bâti uniquement avec ceci, mais en grand nombre. Ça, c'est une toute petite portion d'ADN. Si la fabrication de ces bases peut se faire naturellement, le passage de ces bases à cette structure d'ADN est beaucoup plus délicate. Disons simplement, on peut, comme on dit, tripoter l'ADN, mais la fabriquer entièrement, c'est pas possible. C'est beaucoup trop compliqué. Par contre, on peut la couper et puis remplacer une base par une autre, surtout si c'est défectueux. Ça, on sait très bien le faire à l'heure actuelle. Mais c'est pas fabriquer la vie, c'est utiliser la vie. Je vous ai parlé de l'eau, absolument essentielle dans toutes les réactions chimiques qui vont donner les molécules prébiotiques. L'eau a comme formule H2O. 2 hydrogènes, 1 oxygène. Et surtout, ce n'est pas une molécule linéaire. Elle n'est pas en ligne droite, comme par exemple le dioxyde de carbone. Elle forme un angle, alors en principe c'est un angle de 105 degrés. Vous pouvez voir que le deuxième dessin est certainement faux. Et puis surtout aussi, nous avons une polarité qui va se créer parce que l'oxygène attire plus les électrons que l'hydrogène. Par conséquent, les 2 hydrogènes vont être légèrement positifs et l'oxygène légèrement négatif. Si c'était en ligne droite, ça s'annulerait. Là, ça permet d'avoir des polarités différentes et par conséquent de pouvoir créer des liaisons entre l'hydrogène qui est légèrement positif et l'oxygène qui est légèrement négatif. Autrefois, on appelait ça les liaisons pont-hydrogène. Maintenant, on a simplifié, c'est aussi bien, ça s'appelle la liaison hydrogène. Elle est capitale dans toutes les réactions chimiques qui vont permettre de fabriquer des molécules prébiotiques et autres. Lorsque l'eau est sous forme solide, toutes ces liaisons sont bloquées. C'est-à-dire que nous avons des liaisons oxygène-hydrogène en permanence. Ça forme un ensemble solide, ça forme un cristal. Lorsqu'on a un liquide, la plupart de ces liaisons sont rompues, mais ça reste à proximité. Lorsqu'on a un gaz, non seulement les liaisons sont rompues, mais il y a une très grande dispersion, un très grand espace. Le seul état qui va permettre aux molécules d'eau d'utiliser leur pouvoir polaire, leur charge, c'est le liquide. Dans le solide, ces liaisons sont bloquées. Dans le gaz, c'est trop espacé pour que ça puisse fonctionner. Donc là, nous arrivons à un stade extrêmement important. La vie ne peut se développer que lorsque les réactions chimiques
peuvent effectivement se créer, et ça ne peut être réalisé qu'avec de l'eau liquide, ni gaz, ni solide. Ça restreint déjà énormément le champ de possibilités de développement de la vie. Alors comment agit l'eau? D'une façon relativement simple. Vous avez en dessous un cristal de sel, de chlorure de sodium. Le sodium, c'est le petit plus qu'il y a ici au centre. Le chlorure, ce sont les gros verts avec le moins. Quand les molécules d'eau arrivent dessus, du moment qu'elles présentent une phase positive et une phase négative, pardon, je donne ici deux phases positives, eh bien, ça va attirer les molécules de sel. Et par conséquent, ça va les arracher et les faire promener un peu partout. Étant donné que ça les déplace, ça va pouvoir, là c'est l'exemple simplement du chlorure de sodium, mais créer d'autres liaisons ailleurs, d'autres réactions. Si le bloc restait intact, on ne pourrait jamais réagir avec autre chose. C'est l'action de l'eau, ceci. Et ça peut se produire avec quantité d'autres molécules, d'autres genres. Alors la question qui se pose ensuite, à quelles conditions a-t-on de l'eau liquide? C'est pour cela qu'on prend un diagramme. C'est le diagramme simple. Vous avez ici l'eau solide, c'est-à-dire la glace, la petite zone d'eau liquide, et enfin la vapeur d'eau. Là, la température, et là, la pression. Effectivement, il y a une très grosse différence en fonction des conditions initiales, pression et température. Dans cette zone, il n'y a pas d'eau liquide. On passe directement de la glace à la vapeur d'eau. Ça s'appelle la sublimation. Dans l'autre sens, c'est la condensation. Vous remarquez que le point ici est un point triple. Dans cette zone, nous avons à la fois de la glace, le liquide et le gaz. Dans cette zone ici, nous avons le passage de la glace au liquide. Ça s'appelle la fusion. Tout le monde le sait. Et l'ébullition se passera de l'autre côté, entre le liquide et la vapeur d'eau. En fin de compte, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En effet, suivant la pression, la glace va prendre des structures différentes. La glace est un cristal. Il y a 7 grandes catégories de cristaux. Parmi ces catégories, vous avez le cubique centré, le cubique face centré, vous avez l'hexagonal compact, vous avez l'orthorhombique, le rhomboïde tout simple, etc. etc. Bon. Lorsque l'eau est solide, vous pouvez avoir plusieurs types de glace. Ce qui contrarie, si l'on peut dire, drôlement le système, complique drôlement le système. Vous avez un certain nombre de points de transformation qui se trouvent ici. Et puis vous avez ici, ce qu'on va revoir, c'est la ligne qui se passe sur Terre. Sous une pression d'une atmosphère, eh bien, la fusion de la glace se fait à 0 degré, l'ébullition à 100 degrés. Voyons un peu maintenant sur la version simplifiée ce que ça donne. Voilà les températures extrêmes sur la Terre. Température extrême sur la Terre, on pense que ça va de moins 50 à plus 50. Donc ça tombe, pour ainsi dire, en plein dans la zone glace liquide. Si on regarde Mercure ou la Lune, comme la pression est nulle, il ne peut pas y avoir d'eau, ni liquide, ni gazeuse. Éventuellement solide dans certaines conditions, mais enfin, elle ne restera pas éternellement. Si on regarde Vénus, pression à peu près 10 fois celle de la Terre, ça se trouve sur cette ligne. Et puis température, alors Vénus est homogène, il y a un effet de serre formidable, de 470 degrés. Donc ça tombe dans cette zone-là. Donc automatiquement, c'est de la vapeur d'eau. Il ne peut pas y avoir d'eau liquide sur Vénus. Et maintenant, le cas qui nous intéresse, c'est Mars. Mars a une pression faible, 6 puissance 2 Pascal. Voici cette pression. Sa température de moins 100 à plus 0. Eh bien, vous pouvez voir qu'à l'heure actuelle, ça s'arrête juste avant l'eau liquide.
sur Mars, dans les conditions telles qu'elles sont faites, il n'y a pas d'eau liquide, d'eau pure. Parce que l'eau, comme on a vu tout à l'heure, peut dissoudre un certain nombre de produits. Et ça change les températures de fusion et d'ébullition. C'est pour ça, par exemple, qu'avec le sel, eh bien, avec 10% de sel, on peut descendre la température jusqu'à -7. Avec un peu plus, on peut descendre jusqu'à -15. C'est pour cela aussi que lorsqu'il gèle et qu'il y a du verglas, on met du sel sur la route. Ça va baisser le point de fusion de la glace, ça va transformer la glace en eau salée d'ailleurs. C'est pour ça que quelquefois ça esquinte le dessous des voitures. Si on mesure, alors il se passe la même chose pour l'ébullition, mais nous ça ne nous intéressera pas spécialement. Si on mesure avec précision la quantité de sel, on peut descendre jusqu'à -21,6. C'est ce qu'on appelle un mélange eutectique que nous avons ici. Moins de sel, la température est moins basse, et plus de sel, et bien on retrouve la température de départ. Autrement dit, c'est pas en rajoutant éternellement du sel qu'on va la baisser, on va avoir un plafond, ou un plancher. Mais il n'y a pas que le sel, le chlorure de sodium qui marche. Il y en a des quantités d'autres. Quand on veut faire un mélange réfrigérant, ce qu'on ne fait plus à l'heure actuelle parce qu'on a d'autres moyens plus pratiques, eh bien on mettait surtout du chlorure d'ammonium ou du chlorure de calcium, qui sont toujours des sels mais qui permettent de descendre beaucoup plus bas. Par exemple, le chlorure de calcium, quand on fait un rapport massique de 100 et 143, eh bien on va obtenir -55 degrés, à la condition expresse que la pression atmosphérique soit normale, c'est-à-dire à peu près 10 puissance 6, 10 puissance 5 pascal. Alors tout ça pour vous dire que finalement, s'il n'y a pas d'eau pure sur Mars, il peut y avoir de l'eau salée liquide, avec un sel très spécial, parce que le sel marin, le chlorure de sodium habituel, lui, ça ne suffira pas. Effectivement, assez récemment, eh bien, la NASA a pu détecter des coulures d'eau. Quand on dit des coulures d'eau, ce n'est pas a priori un torrent. Ce sont simplement des traces d'humidité qui se déplacent à ces endroits un peu à la manière de la boue. Mais ça suffit. Donc, il y a présence d'eau salée, mais d'eau liquide. Très peu d'ailleurs. Est-ce que ça suffit pour qu'il y ait la vie? Ben oui, parce qu'on a trouvé sur Terre des bactéries qui seraient capables de se contenter de l'humidification que l'on a détectée sur Mars. À ce point de vue-là, c'est certainement pas avec ça qu'on pourra créer des êtres, disons, de complexité supérieure, mais des petits organismes élémentaires, ça devrait être possible. On a détecté aussi, depuis déjà quelque temps, des traces de ravines. Là, on a une photographie. Mars a été photographié, si l'on peut dire, sous toutes les coutures. Eh bien, on a détecté ainsi certaines ravines, et certaines ravines qui n'étaient pas présentes il y a quelque temps, et qui sont présentes maintenant. Donc, on pense que, finalement, l'hiver, il y a des coulures. Le seul problème, c'est que ce n'est pas des coulures avec de l'eau, mais à partir de la neige carbonique, de la glace carbonique. Effectivement, comme vous le savez, Mars a deux calottes glaciaires, une au nord, une au sud, et on a très vite détecté que ces calottes glaciaires n'étaient pas formées avec de l'eau, mais avec de la neige carbonique. La neige carbonique se conduit à peu près comme l'eau, a le même système, le même tracé de changement d'état, mais avec une température plus basse, et il n'y a pas, par exemple sur Terre, d'eau carbonique. On passe directement de la neige carbonique au gaz.
C'est la sublimation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Eh bien, sur Mars, c'est pareil. Nous avons des calottes de neige carbonique. Et cette neige carbonique, l'été, se sublime et se recondense ailleurs lorsqu'il fait plus froid, et ça crée des ravines avec le mélange de la Terre. Alors en gros, que faut-il retenir de tout ceci? La première chose, pour qu'il y ait possibilité de vie, il faut que la planète soit rocheuse. Si elle est gazeuse, on ne sait pas faire. Une température équilibrée. Il y a quand même une zone assez importante en fonction de l'atmosphère en particulier. Une gravité suffisamment importante, c'est-à-dire qu'elle soit suffisamment grosse. De toute façon, c'est lié aussi à la planète rocheuse. La présence d'une atmosphère, et puis il faut que ça remue un peu. Donc on a pensé que l'existence des marais est également quelque chose d'important. C'est assez récent. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas parlé des marais. Eh bien, on pense que ce brassage dû aux marais a permis sur Terre de favoriser les réactions chimiques propres à la vie. Lorsqu'on a défini ceci, on s'aperçoit que Mars est peut-être, ou a peut-être été dans le domaine possible de la vie. Eh bien, il faut pouvoir déterminer et voir sur place s'il y a cette vie. S'il y avait une vie organisée comme sur Terre, on l'aurait vu assez facilement. Voir les canaux, par exemple, vus par Antonelli. La première sonde est une sonde Mariner 4 qui a effectué un survol de Mars et qui nous a envoyé les premières images. Jusqu'à maintenant, on ne les voyait qu'avec des télescopes, c'est-à-dire en fin de compte pas avec un très fort grossissement. Et les premières photographies ont créé une déception immense pour les astronomes. Une planète aride, aucun signe d'eau liquide, des cratères. Puisqu'il y a des cratères, c'est qu'il n'y a pas d'activité tectonique comme sur Terre, qui efface plus ou moins ces cratères. Depuis au moins 4 millions d'années, pas de magnétosphère, donc aucune protection éventuellement à la surface, et presque pas d'atmosphère, ça correspond au centième de l'atmosphère de la Terre. C'est-à-dire, en fin de compte, des conditions qui ne sont plus du tout favorables. Cependant, peut-être que des organismes vivants très simples, analogues aux bactéries que l'on a sur Terre, les bactéries, c'est pratiquement le premier occupant de Terre. Hein. En masse, ça nous bat largement. Il paraît que les rats sont plus importants que nous au point de vue masse totale, mais les bactéries, ça compense encore même plus que les insectes. Il y a des bactéries partout. Dans notre corps, on a quantité de bactéries. Bon. Peut-être y en a-t-il quelques-unes sur Mars, mais c'est vraiment improbable. Il n'y a pas que la recherche directe, parce qu'on sait, depuis maintenant qu'on étudie Mars, on sait qu'un certain nombre de météorites proviennent de Mars. Pour cela, il suffit d'analyser les petites particules de gaz qui sont de Mars, et on s'aperçoit que ça correspond à l'atmosphère de Mars, telle qu'on a pu l'étudier depuis la Terre. Le premier météorite, qui est pratiquement le plus important, il s'appelle ALH 84001, il a été trouvé en Antarctique. Il a été expulsé de Mars il y a 17 millions d'années. Hein, il est arrivé sur Terre il y a 13 ans. Il a pris son temps, hein, comme vous pouvez le voir. Enfin, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de trajet direct. Hein. On l'a daté au carbone 14. Carbone 14, c'est la datation classique. Mais pour une année si lointaine, c'est difficile. L'autre datation, c'est samarium-néodyne, strontium-rubidium, potassium-argon. Ce sont des couples qui permettent, en fonction des densités de ces différents produits, comme d'ailleurs le carbone 14 et le carbone 12, eh bien, de détecter la date à laquelle le météorite a été exécuté, fondé. Il s'est formé en milieu humide, en présence de CO2, ça on a pu le voir, en analysant les produits du météorite. En fin de compte, il y a deux choses qui sont intéressantes là-dedans. D'abord, c'est la datation qui a permis de savoir quand est-ce qu'il avait été éjecté, et puis ensuite, ce qu'il y a à l'intérieur. Milieu humide,
Donc il y a 17 millions d'années, il y avait sans doute un peu plus d'eau qu'à l'heure actuelle que sur Mars. CO2, ben, il y a du carbone sur Mars. Alors voilà la bobine qu'il a. Il faut être assez spécialiste pour détecter les météorites de ce caillou, mais enfin bon, il y a des gens qui connaissent ça très bien. Et ça, c'est le deuxième point important. Lorsqu'on a étudié de très près ce météorite, on a trouvé cette espèce de petit fossile. Tout le monde a cru que c'était un fossile. Voyez. C'est inférieur à 1 mm. C'est tout petit par conséquent. On dirait un petit verre. C'est de la roche. Hein. Il n'y a pas d'organisme vivant là-dedans. Si c'est un fossile, ça a été entièrement fossilisé. Bon. Disons, l'étude qui a été menée par une équipe américaine a conclu que ça devait être quelque chose qui était autrefois vivant. Et puis par la suite, eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait la même chose sur Terre et que c'était entièrement minéral. Donc en fin de compte, c'est pas concluant. On ne peut pas, à partir de l'étude de ce petit objet, en déduire qu'il y a eu de la vie sur Mars. Ça peut très bien être un phénomène purement physique, purement chimique, pardon, de constitution d'un corps. Autre météorite, parce qu'il y en a toute une ribambelle qui sont tombées sur Terre. Celui de Nakla qui a été trouvé en Égypte en 1911. Il est issu du sous-sol martien. Traces d'argile. Traces d'argile, ça aussi c'est important. On a vu précédemment que dans l'argile, on pouvait avoir des réactions chimiques, prébiotiques. Cristaux de sel. Dans ces conditions, on peut très bien avoir de l'eau salée et de l'eau à l'état liquide, tout au moins autrefois. Cher Gauthier, alors là, il est plus ancien, 1865, d'origine volcanique. Origine volcanique, ce qui montre que sur Mars, il y a eu autrefois, d'ailleurs maintenant on le sait très bien, disons certaines activités géothermiques. Le plus grand volcan du système solaire, Olympus Mons, est sur Mars. Un volcan qui, s'il était sur la France, occuperait à peu près toute la France, avec un cratère de 80 km de diamètre. Il est gigantesque, plus de 20 km de hauteur. Autre météorite, Tinsit. Sa composition est assez bizarre. On n'est pas du tout sûr que cette météorite n'ait pas été contaminée, mais enfin bon, il faut reconnaître que sa date de découverte du 10 juillet 2011 est récente. Mais enfin, elle est toute petite, celle. Autre élément à verser au dossier de Mars, son atmosphère. Cela a été déterminé par une sonde qui s'appelle Mars Reconnaissance Orbiter, c'est-à-dire qui est restée en orbite. On a essayé de faire, à partir des études actuelles, une extrapolation à ce que pouvait être Mars il y a très longtemps. On pense qu'il y a 3,6 milliards d'années, c'est-à-dire peu de temps après le début, puisque Mars a été fabriqué en même temps que la Terre, c'est-à-dire il y a 4 milliards et demi à peu près, l'atmosphère était beaucoup plus importante, c'est-à-dire pas tout à fait aussi importante que sur Terre, mais presque. Sur Terre, c'est 1 bar, là c'est 0,9 bar. La sonde Opportunity a photographié des nuages d'eau glacée en 2004. C'est-à-dire qu'il y a de la vapeur d'eau qui s'est condensée dans l'atmosphère de Mars. Il n'y a pas d'eau liquide en bas, mais des nuages d'eau glacée. Et enfin, la sonde Mars Express a trouvé du méthane et du méthanal. Le méthane, c'est le plus simple des hydrocarbures, CH4. Le méthanal est un dérivé du méthane avec un atome d'oxygène en plus. Ce sont 2 corps qui sont des corps organiques.
Ce ne sont pas des molécules prébiotiques pour autant. C'est un peu trop simple. Mais ça pose une question. Le méthane se décompose assez facilement. Le méthane a deux types d'origine possibles, soit volcanique, soit organique. Décomposition de corps beaucoup plus importante. Le méthane, c'est ce qui fait les feux follets dans les marais. La pourriture dégage du méthane qui s'enflamme. Bon, on s'est posé la question, plus exactement, certaines équipes se sont posé la question. On pense que ce n'est pas d'origine organique, mais purement d'origine volcanique. Il y a encore quelques activités volcaniques. Mais il y en a un peu. Il a fallu quand même la chercher assez loin. On a aussi, il y a assez longtemps, puisque la sonde Viking, comme vous pouvez le voir, est de 1976, ça fait 40 ans maintenant. Vous pouvez voir la taille de la sonde, elle est très grosse, mais elle ne bouge pas. C'est une sonde fixe. Eh bien, ces deux sondes Viking, puisqu'elles ont été doublées, il y en a eu d'autres, possédaient un certain nombre d'expériences qui permettaient d'analyser le sol. Il y avait deux types d'expériences, en particulier, il y en avait beaucoup d'autres, mais deux types d'expériences d'analyse. Une sonde, qui est un spectromètre, qui mesurait l'analyse inorganique du sol, c'est-à-dire les minéraux. Et puis une deuxième sonde qui était beaucoup plus intéressante, qui devait essayer de détecter, soit dans l'atmosphère, soit dans le sol, des matières organiques. Cette deuxième expérience a donné lieu à une polémique assez importante. En effet, une des expériences, une des réactions, donnait l'impression d'être positive. C'est-à-dire qu'ils auraient trouvé de la matière organique. Et puis finalement, comme ça se passe dans un certain nombre de cas, eh bien, il est possible que ce soit dû à autre chose, un autre type de réaction. En fin de compte, c'est toute l'ambiguïté des expériences sur Mars. On n'est pas sûr. On aimerait bien, mais on n'est pas sûr. Vous avez à côté, mais ça je ne détaillerai pas, les systèmes employés pour détecter ceci. Récapitulons un peu tout ce qu'on a fait sur Mars. La première sonde qui a atteint la planète Mars, c'est Mars 1, c'est une sonde soviétique. Puis ensuite, les deux sondes suivantes, qui ont été lancées assez longtemps après, comme vous pouvez le voir, se sont mises en orbite. Ces sondes-là ne nous ont pas apporté beaucoup de renseignements, surtout la première, qui était surtout une sonde dite de prestige. La première sonde à atteindre Mars, comme la première sonde, ou plus exactement le premier satellite autour de la Terre, ou le premier satellite qui a atterri sur la Lune, c'était des satellites soviétiques. Ils les ont atteints, mais ils n'avaient pratiquement pas d'expérience scientifique. Ça a commencé avec Mars 5, qui a donné les premières photos et la première composition du sol martien. Et puis ensuite, eh bien, après les fameuses sondes Viking, qui ont pu photographier et analyser le sol sur une petite zone, on a décidé d'envoyer des robots motorisés. En effet, il n'est pas possible de piloter à partir de la Terre un robot. La durée de réaction est beaucoup trop importante. Mars peut se trouver jusqu'à 20 minutes de lumière de la Terre. C'est-à-dire que les ondes électromagnétiques vont mettre 20 minutes pour nous parvenir. S'il y a un obstacle ou n'importe quoi, la réaction mettra également 20 minutes. Ça fait 40 minutes. Il n'est pas possible de piloter quelque chose lorsque quelquefois, parce que ça peut être beaucoup plus court, le temps d'action et de réaction fait 40 minutes. Donc les sondes qu'on a envoyées, Pathfinder ici, ensuite Sojourner, sont des robots qui sont pilotés par des programmes d'ordinateur. Il a fallu les mettre au point, on les a essayés, enfin les Américains les ont essayés très longuement. Ces robots ont fait un gain
de renseignements extrêmement importants. En effet, comme on avait supposé, eh bien, Mars, il y a très longtemps, a été certainement une planète beaucoup plus chaude et humide, avec une atmosphère beaucoup plus dense. Donc, en fin de compte, si on se réfère aux conditions de fabrication, plutôt d'eau liquide, et par conséquent de fabrication de molécules probiotiques, eh bien Mars pouvait avoir cette fabrication. Chimiquement, c'était possible. Est-ce que l'étape suivante, qui consiste de passer de simples molécules prébiotiques à des molécules vivantes, à des organismes vivants, même très simples, est-ce que cette étape a été faite? Ou non, ben ça, on n'en sait rien. Mais les conditions physiques et chimiques de la création, de l'apparition de la vie, d'une vie très rudimentaire, étaient possibles il y a 3 milliards ou 4 milliards d'années. La sonde qui a été lancée en 2001 et qui est arrivée en 2002, Mars Odyssey, avait un rayon d'action bien supérieur aux précédentes. Elle a donc pu accumuler beaucoup plus de renseignements. Les techniques qui sont employées sur ces sondes sont assez particulières. En ce qui concerne les Vikings, il y avait ni plus ni moins qu'une petite pelleteuse mécanique, genre jouet mais extrêmement efficace. On creusait, on soulevait la matière, on la mettait dans une sorte de bol et on l'analysait de cette façon-là. Avec ces sondes-là, eh bien, on opérait d'une façon beaucoup plus moderne, si j'ose dire. On envoyait un rayon laser puissant qui vaporisait le produit et on analysait la lumière qu'on recevait. Ça permettait d'avoir des échantillons beaucoup plus faibles et ça permettait aussi, lorsque l'appareil visait bien, d'avoir exactement l'analyse du produit, plutôt de l'objet que l'on voulait étudier. Alors ces sondes-là ont permis de voir qu'il y avait beaucoup d'hydrogène dans les roches martiennes, et puis on pense qu'il y avait de la glace d'eau sous les pôles. Tout à l'heure, je vous ai dit que les pôles étaient essentiellement formés de neige carbonique. Eh bien, il y a de la glace d'eau sous les pôles. Ces pôles présentent une particularité actuellement assez bizarre. D'ailleurs, j'ai lu ça sur une publication il y a très peu de temps. Les pôles permettaient de voir les périodes, disons, été et hiver martiens. Comme sur Terre, comme Mars est incliné, pas tout à fait de la même façon, mais presque, eh bien, lorsqu'un des pôles est en hiver, l'autre est en été. Et on pouvait, à la façon dont se répandait la neige carbonique, savoir où était l'hiver et l'été, si jamais on n'avait pas compris l'inclinaison de Mars. Eh bien, depuis une dizaine d'années, ce phénomène a l'air d'être enrayé, en particulier pour le pôle sud, qui ne s'étend plus. Au contraire, il diminue en permanence. On en a conclu qu'il y avait donc sur Mars un réchauffement de pôles. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'on ne sait absolument pas pourquoi. Disons que ce n'est pas nous qui envoyons du gaz carbonique, bien d'abord, c'est un fait. Mais c'est assez bizarre. Les photos depuis une dizaine d'années montrent un rétrécissement progressif du pôle. Il n'y a apparemment plus les variations qu'il y avait pendant des siècles, puisque depuis qu'on observe Mars, les pôles sont très facilement visibles, même avec les petits appareils que l'on a ici, et on peut ainsi voir ces différentes progressions des pôles, aussi bien du sud que du nord. Le sud est en train de disparaître, c'est le plus important. Mais enfin, il prendra certainement encore plusieurs siècles avant de s'en aller. Deux autres robots aussi ont été envoyés sur Mars, Spirit et Opportunity. Ils ont arpenté pendant 5 et 8 ans le sol martien. L'un a parcouru 8 km, l'autre 35 km. Pour voir la progression, les premiers parcouraient 600 mètres,
Là maintenant, on est à 35 km. Il faut voir aussi les progrès qui ont été faits avec ces petits engins. Hein. Réussir à fonctionner pendant 8 ans sur le sol martien, quand on a des voitures, on fait évidemment beaucoup plus de kilomètres, mais c'est rare si on ne passe pas au garage avant 8 ans. Et bien là, ça a fonctionné. Opportunity d'ailleurs, le dernier lancé, est toujours fonctionnel. Ils se sont promenés suffisamment loin dans des zones qui ont été judicieusement choisies pour avoir étudié le sol. Et on s'est aperçu que ce sol était autrefois le fond de mer, et de mer salée. C'est une preuve supplémentaire qu'il y a eu autrefois sur Mars des océans. Peu profonds d'ailleurs, mais des océans quand même. Il y a eu des lacs aussi. On a vu des variations de niveau des lacs en fonction des saisons. Phoenix, le dernier envoyé, a trouvé de l'eau sous la surface du pôle nord de Mars. Le pôle sud, on savait à peu près avec l'eau précédente, mais le pôle nord, on n'était pas sûr. Il y a de l'eau. Pourquoi recherche-t-on l'eau? Je vous expliquais tout à l'heure, c'est tout simplement que c'est l'élément essentiel de la vie. Si on n'avait pas trouvé d'eau, aucune trace d'eau, il était garanti que Mars n'aurait jamais eu de vie. Là, on peut se poser la question. Curiosity a également, c'est son terrain de chasse favori, le cratère Gale, a trouvé de l'eau fluviale et lacustre. Important ceci. On a vu précédemment qu'il y avait des océans d'eau salée. Comme sur Terre, l'eau pluviale et lacustre, c'est de l'eau douce. Ou tout au moins pas avec la dose de sel qui est dans les océans. Donc c'est un élément extrêmement important. D'autant plus que si on analyse, comme l'a fait le robot Curiosity, les couches successives, les dépôts de limon en quelque sorte, on s'est aperçu que ça avait dû durer très longtemps. Puisqu'ils estiment à 2 milliards d'années, peut-être, la période pendant laquelle, dans le cratère Gale, les eaux fluviales et lacustres se sont accumulées. Indice de présence d'un réservoir aqueux très important. Indice de présence. Comme tous les indices, il faut aller voir. Si jamais ça se confirmait, mais ça nécessiterait alors une sonde qui permette de piocher et de creuser assez profond. Si jamais ça se confirmait, eh bien, un réservoir d'eau souterrain aurait pu abriter la vie. Et l'abriter encore. Cette sonde a également détecté la présence d'ions nitrates et de particules carbonées qui pourraient être d'origine biologique. L'ion nitrate, CNO3-, c'est minéral. Mais l'ion nitrate peut aussi être fabriqué à partir d'éléments biologiques. On sait par exemple qu'avec de l'ammoniac, qui est plus biologique que minéral, on peut fabriquer ainsi des ions nitrates en présence d'eau. L'ion nitrate a une certaine importance dans tout ce qui est vie. Les particules carbonées, eh bien c'est le carbone, lui aussi est indispensable à la vie. Maintenant, le carbone peut aussi être d'origine autre que biologique. Je vous ai parlé du méthane qui a été détecté dans l'atmosphère avec une autre sonde. Eh bien, Curiosity, on a détecté aussi dans le cratère Gale.
des micro-émissions. Autrement dit, il ne peut pas y avoir grand-chose. Est-ce que ça prouve que ce méthane est d'origine biologique, c'est-à-dire émis par la vie, ou est-ce que c'est d'origine minérale, autrement dit volcanique ou autre? On n'en sait rien. À titre indicatif, le cratère Gale n'est pas un cratère volcanique, mais un cratère météoritique. Et enfin, ça c'est peut-être le plus intéressant de ce qu'a détecté Curiosity, lui aussi avait la particularité de pouvoir analyser les molécules. Et lorsqu'il a étudié un échantillon qu'ils ont baptisé, je ne sais pas pourquoi, Cumberland, eh bien, ils ont trouvé une molécule organique complexe, la plus complexe découverte sur Mars, qui s'appelle le chlorobenzène. Alors, le chlorobenzène, qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh bien, il a un cycle carboné que vous avez ici de 6 carbones. C'est le benzène tel qu'on le connaît comme produit terrestre, avec de l'hydrogène que vous avez ici, 5 hydrogènes. Le 6e hydrogène a été remplacé par du chlore. Autrement dit, sa formule, ce serait C6H5Cl. Et c'est une molécule qui est organique. Pour ceux qui s'intéressent à la spectrographie, voici le spectre obtenu à partir de cette molécule. C'est comme ça qu'on le reconnaît. En fonction des raies d'émission, eh bien, nous pouvons être capables de connaître les proportions de produits d'éléments constitutifs et en même temps la façon dont c'est composé. À titre indicatif, vous avez 3 générations à l'heure actuelle de rovers, de petits engins guidés qui séjournent sur Mars. Le plus ancien, le plus petit, que vous avez ici, Sojourner, Opportunity, Curiosity. Et là, ça permet d'avoir la taille de ces engins. Voilà. Vous pouvez voir que le dernier est quand même assez important. C'est pour cela qu'il a découvert un peu plus de choses. Alors, qu'est-ce qui est défavorable à la vie? Parce qu'il faut quand même en parler. Eh bien, pour avoir de la vie à la surface, il ne faudrait pas qu'il y ait ces produits qui s'appellent le perchlorate. Les perchlorates sont extrêmement corrosifs. Et il faudrait avoir une protection pour les rayons ultraviolets et gamma, qui sont des rayons qui ont la particularité de décomposer les molécules organiques très facilement et qui proviennent du soleil. Ça, c'est pratiquement rédhibitoire pour avoir même une vie très simple à la surface de Mars à l'heure actuelle. Par contre, si c'est à une certaine profondeur, l'argile, et s'il y a de l'eau, comme ils ont l'air de le penser à une certaine profondeur, ça permettrait un développement à ce niveau-là. La deuxième chose qui ne permet pas de voir si la vie se développe sur Mars, c'est la taille. La taille d'une bactérie sur Terre, c'est environ 1 micron, c'est-à-dire 1 millième de millimètre. Vous voyez un peu ce que ça peut donner. Or, les meilleurs moyens employés, en particulier par Curiosity, ne permettent pas de descendre en dessous de 12,5 microns. Je dirais qu'il y a quand même plus qu'un certain nombre de bactéries qui sont plus grosses. Mais les plus petites sont de cette taille-là, c'est-à-dire les plus anciennes, les bactéries primordiales.
s'il reste un peu de vie sur Mars, ou s'il y en a eu, eh bien, ça a commencé à cette taille-là. En dessous, on ne connaît pas. Au-dessus, si elles existaient à la surface de Mars, on les aurait détectées. Car il y a des bactéries partout, sur Terre. Si on ne peut pas détecter d'organismes vivants, mais s'il y a eu autrefois des organismes vivants, on peut peut-être trouver des fossiles. Alors si c'est déjà pas commode de détecter les bactéries, les fossiles, c'est beaucoup plus gênant encore. Parce que les fossiles, c'est pierreux. Et par conséquent, ce n'est pas l'analyse qui permettra de les voir et de les reconnaître. Mais directement, visuellement, avec microscope, etc. C'est pour cela que l'aventure de Mars n'est pas du tout terminée, comme on peut le penser d'ailleurs, et qu'on va envoyer, alors là celui-là il est plutôt en rade à l'heure actuelle, mais enfin bon, on peut espérer qu'il sera comme envoyé, c'est un laboratoire d'astrobiologie. Il sera spécialisé dans l'astrobiologie, c'est-à-dire la biologie des astres. Il ne s'agira pas d'étudier l'atmosphère, il ne s'agira pas d'étudier simplement le sol, mais essayer de détecter des organismes vivants avec différents systèmes qui seront spécialisés dans la biologie. En principe envoyé en 2016, pardon. Et puis le deuxième, qui est encore beaucoup plus important, parce que comme on ne risque pas d'aller voir rapidement ce qui se passe sur Mars, eh bien c'est le retour d'échantillons. On enverrait un rover qui serait équipé de systèmes permettant de perforer sur plusieurs mètres la surface de Mars, de prendre des échantillons, de les remettre dans une capsule et de nous envoyer ça sur Terre. S'il y a eu autrefois de la vie, eh bien, on peut penser qu'elle est répandue. On peut penser qu'en allant, par exemple, dans certaines zones qu'on a déjà repérées, telles que le cratère Gale, eh bien, on va retrouver des fossiles. Et la seule façon d'être sûr que c'est un fossile d'origine biologique, et non pas un artefact minéral, eh bien, c'est d'aller les chercher et de les ramener. 2020, si tout se passe bien. E.T. téléphone maison.